bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Galilée et nos équipes autour, cette fois-ci, du concept de MDM, avec donc cette considération de l'usage du MDM afin d'agrégation des données telles celles qu'habituellement on appréhende dans les contextes du Digital Asset Management, du Product Information Management et du Content Management, qui sont, comme on va le voir, l'essentiel des informations dont on a besoin pour la production marketing. Alors, je l'évoquais rapidement avec moi aujourd'hui, donc Frédéric Sagny. Rebonjour Fred. Enchanté à tous et bonjour. Donc, webinaire organisé donc par Galilée avec les équipes de Galilée. Je vous remercie au passage donc Laura et Tony, mes fidèles contributeurs. Laura qui par ailleurs participe à la modération et vous sollicitera pendant le webinaire au travers des questions de sondage. Rapidement sur Galilée, donc nous sommes donc société partie du groupe Vedia, 130 collaborateurs aujourd'hui, un peu plus de 15 millions de chiffre d'affaires et spécialisé sur l'informatisation du périmètre marketing et com, dans ce qu'on qualifie comme étant l'entreprise communicante, donc pour servir la transformation digitale de nos clients, dont on reparlera un peu plus tard. Je vous le disais, j'accueille donc Fred Sagny aujourd'hui, expert DAM, entre autres, et traitement de la donnée, que l'on voit ici en plein effort. Fred, rappelle-nous un petit peu Activo. Oui, ouais, là, c'était cet été, hein, c'était pas évident. La pente dans le Ventoux est assez dure, et puis surtout qu'il y fait chaud. Mais finalement, ça peut aussi être représentatif un petit peu de, finalement, en tout cas de la pénibilité qu'on peut avoir aussi à engager des projets digitaux, parce que quelquefois, on ne sait pas trop comment les aborder ni les commencer. Donc voilà, on va dire que le vélo est une bonne école pour ce genre d'activité. Et donc effectivement, depuis 2 ans, j'ai créé Société Activo, et notre but est d'accompagner les clients dans leur démarche métier avec un focus particulier sur le DAM, également que en tout cas compétences et expériences que je partage avec la DAM Foundation à Londres, qui aussi contribue à lister, à tester les solutions de DAM du marché. Super. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va être concentré sur un périmètre un peu plus large que celui du DAM, puisqu'on va appréhender le concept de MDM, donc pour Master Data Management, ou gestion de la donnée globale. Et on va s'employer parce que bon, il y a beaucoup de webinaires évidemment en ce moment, hein, la période oblige. Et ce que on souhaitait dans le cadre de celui-ci, c'était combiner les aspects didactiques et informatifs avec ce qui permettait de voir en situation des fonctionnalités et la manière dont ce qu'on évoque comme concept, au-delà des slides avec des copies d'écran ou des bullet points, pouvait réellement donner en situation. Donc, on s'est employé avec Frédéric à préparer ce webinaire avec cette considération de mixer une partie informative et une partie démo pour pouvoir illustrer le propos qu'on va vous tenir. Alors, pour démarrer, un petit coup de slide quand même, pour reprendre alors les enseignements de cette année 2020, si spécial, pour ne pas dire plus, bien évidemment, mais qui a indubitablement, qui restera comme l'année qui a marqué dans nos domaines la nécessité de la transformation digitale. Pour peu que certains pouvaient encore se dire que c'était un registre parmi ceux qu'il fallait appréhender, mais pour lesquels il y avait le temps, là, 2020, pour le coup, avec 2 périodes de confinement successifs et cette transformation, cette nouvelle expérience de pandémie et donc à l'échelle internationale de ce que ça a suscité comme dérèglement à tout point de vue, en tout cas réaffirmer la nécessité pour l'entreprise d'une manière générale, si elle veut assurer sa continuité, d'opérer cette transformation digitale. Alors avec des enseignements assez marquants, alors qui sont pour une part tirés de l'étude Périscope de McKinsey, avec au premier rang desquels donc ce postulat qui dit qu'en 90 jours, hein, la période initiale du confinement, on a fait un bond de l'équivalent de 10 ans en termes d'adoption de l'offre digitale par les consommateurs, d'ailleurs B2B ou B2C. Alors, 10 ans, 90 jours sur ce type d'évolution, c'est évidemment majeur. Et ça préfigure de ce que vont être évidemment l'évolution du comportement de l'utilisateur et donc la nécessité d'adaptation à l'échelle de l'entreprise qu'il va falloir adopter dans ce domaine en particulier. Surtout que les 3 sujets qui suivent
donc plutôt les trois statistiques qui suivent, et qui mettent donc en exergue la façon dont, confrontés à cette offre digitale enrichie, les consommateurs ont réagi. Ben, ce que ça marque, c'est que, à n'en pas douter, dès lors qu'on adresse, on sait et on peut adresser sa cible en utilisant les bons moyens digitaux, et bien c'est performant, et en tout état de cause, ça répond aux aspirations des consommateurs qui eux-mêmes aujourd'hui donc ont tiré avantage de cette manière alternative d'accéder à leur offre en ayant évolué, en ayant cherché de nouvelles marques ou fournisseurs. Le fait que indubitablement, la manière d'adresser ces cibles conditionne le fait qu'elles puissent changer et en tout cas adopter des offres qui leur sont soumises sur le bon canal avec le bon message. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la complémentarité qui reste là aussi sans conteste du digital et du physique. Alors c'est en particulièrement vrai dans le B2B, où l'un ne se conçoit pas à l'exclusion de l'autre, mais où par contre les deux sont une nécessité. Et donc, pour appréhender ce sujet, c'était notre credo du jour, c'est l'unification des données, et en particulier lorsqu'on appréhende ce qu'on a voulu représenter ici, la notion de multicanalité, qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit au travers des médias print, du catalogue, de la fiche produit, de la publicité sur le lieu de vente, évidemment du web, e-commerce, site, etc., ou du mobile, qui est là aussi un des marqueurs de l'évolution récente, la nécessité de la marque, c'est d'être multicanal. Sauf que, d'une manière générale, ce qu'on constate pour les équipes qui sont en charge de cette production marketing, c'est qu'en l'absence de solutions adaptées, ce qui est en amont de la transformation digitale la situation, ce qu'on constate, c'est d'une manière générale une information qui est relativement dispersée, puisque tant qu'on ne l'a pas consolidée, chacun des services qui est en charge de la partie de l'information qu'on va rechercher, très vraisemblablement la détient quelque part sans qu'elle ne soit nécessairement conçue ou organisée pour être partagée. Et ce qui va, lorsque on va s'orienter sur l'utilisation de ces données pour servir les canaux de diffusion, bien évidemment représenter une difficulté particulière parce que tout ça va nécessiter beaucoup d'interventions manuelles, beaucoup d'allers-retours entre différentes populations dans l'entreprise en charge d'une partie de cette information. Dès lors qu'on se projette sur, par exemple, à l'échelle d'une page de mon site web, de la somme de l'information dont j'ai besoin pour la faire exister, je m'apercevoir qu'il y a une richesse et une diversité d'informations réellement importante. Par exemple, ici, ce qu'on a représenté en termes de ce qu'on appelle écosystème de l'asset, c'est-à-dire que pour autant que ma finalité, ça soit ma page web et donc l'assemblage HTML que je vais vouloir produire, évidemment, ça va nécessiter en amont de pouvoir disposer des médias dont j'ai besoin pour représenter mon offre, mon produit sur ma page, de toutes les règles à l'échelle de l'entreprise et de la charte graphique de l'entreprise pour l'appliquer de façon correcte, les éventuels contenus riches que je vais vouloir y associer, et donc d'une manière générale, une somme de médias et de contenus qu'il va me falloir gérer, enrichir, étoffer, afin qu'ils puissent être utilisés dans la diversité des usages auxquels je les destine. Alors là, on évoque le cas d'une page web, et puis on va avancer dans la multicanalité avec maintenant typiquement notre page de catalogue, alors qui, elle, va être régie par encore d'autres considérations. Pour certaines communes, je vais retrouver évidemment des visuels communs entre ceux que j'ai utilisés en ligne et ceux que j'utilise dans ma page de catalogue, avec évidemment la différence qui veut que en ligne, je vais typiquement utiliser un JPEG 72 dpi. Et en revanche, dans mon catalogue, je vais utiliser un TIFF ou un EPS à 300 dpi et un CMJN. Donc, pour autant que j'ai une même représentation visuelle, j'ai deux types de données différentes, et donc la nécessité de, en permanence, adapter la donnée à mon canal de destination. À noter qu'évidemment, en termes de contenu, le média print va faire appel à des contenus complémentaires
à ceux que je vais avoir utilisés en ligne, par exemple, parce que je vais m'exprimer différemment, avoir des prises de parole différentes, que ce soit en ligne ou sur la page web. La nature des données dont je vais avoir besoin et que va susciter le MediaPrint vont elles-mêmes contribuer à enrichir mes bases médias et de contenu. De sorte que lorsque je vais arriver à ce troisième exemple qu'on souhaitait prendre pour être assez complet, celui typiquement d'un post Instagram, eh bien c'est encore une nouvelle typologie de contenu, puisque je vais enrichir là, ceux que j'ai pu évoquer jusqu'alors, avec les registres propres au réseau social que va me susciter la publication de mon message. Et donc, c'est encore une nouvelle typologie de contenu que je vais m'employer à appréhender. Et de la même manière, une nouvelle typologie ou une typologie complémentaire de visuels et de médias pour servir ce canal. Avec, contrairement aux idées reçues, pour autant qu'on puisse évidemment distinguer la complexité de conception d'un post pour un réseau social, d'une page web ou d'un catalogue, a priori, c'est évidemment beaucoup moins nécessiteux de construire un post Instagram ou Facebook qu'un catalogue ou une page web. Néanmoins, considérant la somme des logiques par lesquelles on va rendre son visuel vivant, adapté à sa cible ou à la manière de consulter ce post, puisque je peux vouloir créer une déclinaison en termes de visuels qui, par exemple, agrandissent la taille des contenus parce que j'estime que quand ils vont être vus sur un écran mobile, ça va déroger au fait, à l'expérience de l'utilisateur lorsqu'il va les consulter sur une page de catalogue ou sur une page web. Et donc, encore un autre registre d'enrichissement et de déclinaison de ces médias et de ces contenus pour correctement servir ici, donc, ce réseau social. Et donc là, ce qui nous amène évidemment à l'échelle de vos équipes qui sont en charge de la gestion de ces données, à devoir donc appréhender ces diversités en termes de médias aussi bien que de contenu. Donc, une somme d'informations qui, par ailleurs, va croissante au fur et à mesure qu'on étoffe la quantité de produits sur lesquels on communique et qu'on étend également, par votre conséquence, la fréquence avec laquelle on communique, donc la production de médias et de contenu. Alors Fred, histoire de te solliciter pour justement cette introduction sur le caractère un peu pléthorique au fur et à mesure que l'on produit du marketing et de la com, de la génération de données, je voulais te faire t'exprimer là sur un exemple récent sur lequel tu travailles pour un de nos clients en commun, en plus, qui est Michelin, et où, considérant justement la quantité de produits, la quantité de canaux, ce qu'il a en résulté en termes de constat sur l'accroissement de la donnée à gérer pour les équipes. Ouais, je crois que ce que tu as exprimé est la parfaite représentation de ce que l'on voit sur le terrain et au-delà de la technologie. Et j'aime aussi bien reprendre souvent les mots de l'équipe digitale de Michelin qui dit qu'il y a beaucoup de process à mettre en place et tout ceci appartient aux équipes. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on est de plus en plus envahi par ce contenu extrêmement riche, souvent maintenant de plus en plus aussi en très haute définition. Et dès qu'on est dans ce contexte de publication, de distribution de contenu, tu as parlé des réseaux sociaux qui sont extrêmement, qui sont plus qu'une tendance aujourd'hui, puisque quelle que soit la marque, il est difficile d'y déroger. En tout cas, c'est avoir cette capacité de gérer en un seul et même endroit tout ce contenu avec les bonnes métadonnées, le tout parfaitement organisé, classifié, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Et très souvent, ce que je peux voir, comme tu l'as précisé en ce début d'année, c'est qu'on est arrivé sur… je pense que le nouveau normal sera évidemment différent. Et l'explosion du digital a montré que finalement, un certain nombre de PME, de TI n'étaient pas forcément équipés, qu'on a essayé de faire avec un peu les moyens du bord, qu'on essaye de rattraper un petit peu le retard, de monter dans le bateau. Bon, il est jamais trop tard. C'est vrai qu'on est dans un contexte de compétition où c'est ceux qui sont partis avant, forcément, ont un peu plus de chance. Maintenant, c'est aussi une question d'accompagnement et en tout cas de trouver la bonne solution
avec le bon retour sur investissement, hein, parce que là aussi, en tout cas, ce que je peux voir sur le marché et ce que je peux voir à travers la DAM Foundation, c'est que on n'est pas tous égaux aussi devant les moyens que l'on peut mettre sur une solution. Mais néanmoins, aujourd'hui, les solutions, elles existent. Voilà, on n'est pas obligé de dépenser $1 million pour acheter un DAM, un PIM, ou etc. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème basé sur de l'open source. Et c'est un petit peu le propos du MDM aujourd'hui, à travers une même interface, pouvoir gérer ses produits, ses assets, comment les organiser. En dernier conseil, je dirais, il faut aussi être bien accompagné parce que il y a aussi un vocabulaire, une maîtrise, une expérience à avoir. Et voilà. En tout cas, si tout ça est mené correctement, ça ira forcément au succès. Alors, transition toute trouvée, puisque de cette considération sur la diversité et les problématiques inhérentes à la gestion de la donnée, évidemment, notre propos était de verser vers la solution qui nous apparaît être celle qui, dans un cas de figure, dans un nombre de cas de figure assez représentatif, va permettre d'apporter une vraie approche pertinente, à savoir celle donc du MDM, qui donc se posant en tant que réceptacle de la diversité des modèles de données qu'on va avoir à gérer pour pouvoir appréhender la somme de ces données utiles à la production marketing, et relève du fait d'avoir donc la faculté de pouvoir, au sein d'une même solution, définir des objets qui sont typiquement ceux qu'habituellement on appréhende dans le cadre du PIM. Donc, je rappelle, le Product Information Management, gestion de l'information produit. Et donc, ce qui doit relever du fait de pouvoir créer, on verra tout à l'heure, l'ergonomie et la somme des champs permettant de pouvoir typer, structurer et centraliser son information produit. Cette même logique qu'on va appliquer ensuite au DAM pour là aussi le Digital Asset Management, la gestion du patrimoine numérique, donc ce qui va permettre de pouvoir gérer la somme des données graphiques, là aussi utile, comme on l'a vu dans les slides précédents, à ma production. De même que les autres registres complémentaires que l'on va pouvoir de façon ponctuelle ou de façon contextuelle, appréhender en complément, comme évidemment la traduction. Dès lors que j'agis à l'international, l'information dont je dispose dans un registre ou dans un autre, il va me falloir également pouvoir en gérer les traductions. La notion de gabarit qui relève du fait de pouvoir également gérer la somme des gabarits de documents. Si par exemple j'adresse une population de magasins, de réseaux de revendeurs ou de commerciaux pour lesquels je veux qu'ils puissent, en fonction de gamme de produits, disposer de leurs propres brochures, fiches produits, etc., pouvoir disposer d'une bibliothèque de gabarits au sein de laquelle je puisse injecter les contenus pour lesquels je veux créer du matériel marketing. Et puis le CMS qui, ici est appréhendé dans une considération un peu fourre-tout, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans ce que j'ai évoqué là comme exemple de type d'information que l'on va vouloir structurer au sein de son MDM. C'est le concept de gestion de contenu qui va nous permettre de pouvoir ensuite imaginer typer n'importe quel type d'objet ou de contenu pour finaliser l'agrégation de la somme des données utiles. Alors, quant à la manière de nourrir son MDM, on se situe évidemment dans la logique de l'interconnexion entre systèmes qui veut que, par exemple, tout ce qui relève des données techniques de mes produits va vraisemblablement arriver de mon ERP. Et donc, quel que soit le mode de connectivité, le propos va être que l'ERP va connecter au MDM, permettre que, suivant les règles métiers, chaque fois que des produits sont créés ou actualisés, l'un mettra à jour l'autre. Idem pour, dès lors que ça rentre dans mon équation, les informations logistiques, les données graphiques ou les contenus marketing, qui eux-mêmes vont venir consolider l'information que l'on va appréhender dans son MDM. Et ça, se concevant également dans une logique de capacité de croissance, puisque ce qu'on évoque ici, en fonction de vos organisations respectives, peut devoir s'appliquer à un groupe où il y a plusieurs sociétés, ou plusieurs typologies d'offres, ou plusieurs gammes elles-mêmes relevant d'une certaine étanchéité, et donc d'être en situation de pouvoir être une logique qui s'applique dans une diversité de tailles et de déclinaisons en termes d'organisation d'entreprise. Le propos étant que, en ayant donc conçu la faculté de pouvoir engager cette information, elle va nous permettre de pouvoir être structurée dans une somme d'acception métier
ce qu'on va qualifier comme étant un concept que je réévoquais tout à l'heure, mais qu'on trouve extrêmement pertinent, celui de la page produit idéale, de la perfect product page. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'en fait, en fonction des populations dans l'entreprise, en fonction des métiers, pour ceux qui sont associés à la production marketing, chacun va souhaiter pouvoir accéder à une somme d'informations, possiblement pas tout à fait la même, possiblement pas présentée de la même manière, possiblement ne relevant pas des mêmes droits ou des mêmes types d'usages, c'est-à-dire au global des mêmes expériences utilisateurs, mais avec la volonté que les différentes populations en question puissent contribuer à l'enrichissement global de l'information relevant pour chacun de leurs prérogatives métiers. Alors donc là, c'est ce qu'on a schématisé avec ces 3 pages produits idéales qui, relevant de l'interface produite au-dessus de mon MDM, lui-même agrégeant la somme des informations requises, va nous permettre de pouvoir, par exemple, adresser tous les intervenants de la chaîne créative, qu'ils soient internes ou externes, en leur proposant le perfect product page et la somme des informations dont ils ont besoin. Idem pour ceux qui vont être plutôt sur l'aspect, sur le produit, sur l'enrichissement ou la création de l'information produit ou sa déclinaison. Je suis chef produit et je peux avoir la nécessité de décliner mon message différemment, comme on l'a évoqué, que ce soit pour mon site web, mon site e-commerce, mon catalogue, mes réseaux sociaux. Ou ce qui a trait, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, aux logiques de traduction. Bref, pour ceux qui vont travailler sur le produit en particulier et la faculté de leur délivrer une ergonomie et une expérience utilisateur, littéralement, qui soit la plus adaptée, la mieux adaptée à leurs prérogatives métiers. Et on a évidemment pris en considération ce qui relève in fine de la logique requise en termes de capacité d'analyse. Évidemment, j'ai produit du marketing, je l'ai diffusé, et il va m'importer de pouvoir maintenant appréhender la performance que ça a suscité. Est-ce que le fait d'avoir agi de telle manière a suscité le retour que j'en attendais? Est-ce que les 5 images mises par produit sur mon site e-commerce ont bien suscité l'accroissement des ventes que j'attendais? Est-ce que je peux comparer si avec 3 images ou 5 images, il y a des différences? Bref, toutes ces capacités d'analyse que, de la même manière, on va être en situation de pouvoir imaginer et délivrer parce que, encore une fois, on agrège et gère toute cette information. Alors, ce que j'évoquais en début de présentation était que sur ces bases théoriques, ce qu'on souhaitait, c'était se projeter sur une vision pratique de ce qu'il en était. Et donc, ça, de l'opérer dans le cadre d'une démo qu'on va donc vous présenter dans un instant, relevant de ce qu'on qualifie à l'échelle du MDM comme un concept novateur, qu'on peut schématiser ici comme ce qui, sur la base d'une somme d'informations que l'on va injecter dans notre démarche qu'on va qualifier de vertueuse, va permettre aux différents intervenants métiers d'agir pour enrichir, le tout servi par, évidemment, un maximum de... Excusez-moi, j'ai un petit clic intempestif. Toc, toc. Donc, ce que je vous disais, c'est ensuite cette information enrichie qui va être adaptée, déclinée par autant de fonctionnalités et d'automatisation que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour nourrir une somme de canaux de cette information, eux-mêmes en situation de renvoyer de l'information de sorte qu'elle puisse servir l'analyse et ainsi de réitérer pour améliorer, adapter de façon continue et créer donc ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire ce cercle vertueux à l'échelle du MDM qui veut que l'information et les systèmes business nourrissent d'informations notre MDM, les équipes métiers participent à l'enrichir et l'automatisation propre au fait que mes canaux étant définis et en place, eh bien, je vais pouvoir de cette manière-là alimenter les canaux avec tout ce qui au quotidien vient enrichir ma capacité à promouvoir mon offre et mon savoir-faire. Alors,
sur ces bases-là, on va donc se projeter sur la démo qu'on a préparée aujourd'hui. Alors, pour introduire cette démo, on est aujourd'hui un concessionnaire automobile qui vend de très jolies voitures par ailleurs. Hein. Bon, en plus, s'attacher à un modèle en particulier plutôt sympa. Mais bon, bref, au-delà de ces détails, donc un concessionnaire automobile qui, comme toute entreprise qui a une somme de produits à vendre avec une logique d'actualisation assez fréquente de mes produits, eh bien, va devoir, alors d'une part, disposer donc de cette information pour nourrir son site e-commerce, puisque ben voilà, il se trouve que en tant que concessionnaire, je vends en ligne, et bien sûr, en ayant la nécessité d'adresser également l'ensemble de mes canaux, puisque au-delà de vendre en ligne, j'ai aussi de la fiche produit, je fais des catalogues, je fais de la pub, etc. Et donc, c'est ce concessionnaire auquel on va s'intéresser aujourd'hui pour voir dans quelle mesure la vision du MDM va lui permettre de pouvoir atteindre l'ensemble des objectifs qui se fixent et des contraintes que lui occasionnent les différents canaux qu'il a adressés. Bon, Fred, en tant que consultant, je vais te passer la main pour nous expliquer comment tu as pu faire pour résoudre les problématiques de ce sympathique concessionnaire automobile à partir de là. Voilà. Alors, donc effectivement, on a vu que sur ce site e-commerce, il va falloir gérer des produits qui ont un certain nombre un type d'informations. Donc, on va avoir besoin dans notre MDM de la partie PIM qui va nous permettre de gérer cette data et d'une partie DAM qui va nous permettre de lier des assets. On peut le voir sur la partie PIM. Aujourd'hui, suivant les cas clients, on a une organisation qui peut être faite suivant un type de rayon, d'article. Le plus important, c'est que chaque client a son organisation. Là, on a une organisation qui est avec un classement suivant des types de véhicules. On va appliquer ce qu'on appelle une vue de métadonnées liée à ces produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce MDM, on va pouvoir personnaliser. Donc là, on est dans une expérience utilisateur qui est assez simple. On va pouvoir facilement rajouter de l'information, personnaliser des champs et appliquer cette vue de métadonnées aussi bien à une catégorie d'articles qu'à des articles particuliers, donc une énorme flexibilité. Un certain nombre de data aussi peuvent être agrégées. Alors là aussi, on peut très bien aussi récupérer des informations de divers silos d'entreprise ou même des CSV, des fichiers Excel, parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup. On peut voir aussi qu'on a une gestion de traduction. Là aussi, c'est important dans le cadre d'une internationalisation de la plateforme et donc des produits. Parmi les autres types d'informations, on va avoir aussi des informations qui vont être liées notamment à la partie liée à des informations liées sur on va dire la partie média. Donc la partie média qu'on va voir. Ce qu'on peut voir ici, c'est toute la partie en fait prévisualisation. L'idée, finalement, c'est de voir un petit peu en amont ce qu'on va pouvoir représenter. Donc là, on retrouve les informations qui viennent d'être entrées en termes de prix, de couleur, de caractéristiques du véhicule. Là, on s'aperçoit qu'on a une image centrale qui est manquante. Et c'est notre but aujourd'hui, c'est effectivement d'aller alimenter afin de promouvoir un peu mieux ce produit, d'aller rechercher une image dans le DAM. Donc, plusieurs possibilités à ce niveau-ci, mais en fait, on va utiliser directement ce qu'on appelle un content picker. Alors, le content picker, aujourd'hui, est devenu le moyen le plus universel de connecter nos systèmes. Et là, très, très simplement, qu'est-ce qu'on peut voir? On se retrouve avec un mini DAM, mais qui est simplement le DAM, puisqu'en passant ici, là, en plein écran, je vais me retrouver avec un accès là aussi à une expérience utilisateur exceptionnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on attend, c'est un mur d'image, place à l'image, recherche facile à travers des métadonnées. Et là, on peut comparer notamment sur ce fait que aussi bien le content picker que le DAM présentent exactement cette même expérience utilisateur, d'où la facilité d'intégration de ces deux types de systèmes. Le DAM, bien entendu, c'est, comme on l'a précisé, c'est un moteur pour les assets et pour les métadonnées. Donc là, on a un bon échantillonnage, en tout cas, des assets, avec aussi une responsivité. C'est-à-dire que là, je suis sur son mobile. Il faut savoir que 80% aujourd'hui du business passe à travers un mobile. Donc, un produit qui n'est pas responsive,
autant vous dire qu'il faut plutôt, dans ce cas-là, essayer d'aller voir ailleurs. Au niveau des visuels tels qu'on peut les voir, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, j'ai une vidéo, vous voyez, sans aller cliquer dans cette vidéo, j'ai tout de suite une prévisualisation, puisque le système a été capable de récupérer ce qu'on appelle les différents plans de coupe et de créer une animation, ce qui ne m'empêche pas, bien entendu, d'aller dans cette vidéo pour la jouer plein écran, haute définition. Le tout, alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais tout ça, c'est configuré ce qu'on appelle avec des CDN, donc avec une diffusion extrêmement aisée et facile. C'est une vidéo, mais elle a droit aussi à ses métadonnées, mots-clés. Et là aussi, on le verra après sur l'image, une personnalisation qui est possible à tous les niveaux. Ce qui est important également, ça va être la possibilité aussi d'éditer, avec là aussi une expérience facile. Il ne faut pas être ingénieur pour être contributeur, il faut quelque chose qui soit très facile d'accès. Parmi les autres médias, on a aussi on voit des fichiers 3D, des présentations, des documents, des PDF. Bien entendu, le DAM, il est fait pour quoi? Il est fait pour retrouver ses assets. Et là, très rapidement, lorsqu'on va chercher sur base d'un mot-clé un élément, on va aller tout de suite taper ce qu'on appelle dans les plans de classement. Le DAM, c'est aussi ça. C'est le succès d'un DAM, c'est le succès de l'organisation des taxonomies, des facettes. Là, comme on peut le voir, alors, expérience ultime. Et là, on a presque envie d'aller sur sa tablette pour jouer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement sélectionner, désélectionner, afin de créer rapidement ce qu'on appelle une collection qu'on pourra partager aussi bien avec les contributeurs du système en interne à l'entreprise et aussi bien avec des prestataires. Voilà comme on le voit. Donc, on arrête les WeTransfer, on arrête les Dropbox et les Drive et on utilise le DAM pour partager ce contenu. Donc, une approche facile, on rentre un utilisateur, on a la possibilité aussi, et ça, c'est la finalité aussi du DAM, de proposer ce qu'on appelle des transformations, des dérivés. Dans le DAM, on ne va gérer que la haute définition et le DAM s'occupera des moyennes et basses définitions. La possibilité également de télécharger les éléments. Donc là, le téléchargement va pouvoir aussi se faire aussi bien à travers des hautes définitions, des basses définitions, et on reste toujours dans le système. Parmi les autres fonctionnalités qui ont été mises sur cette plateforme, alors là, on revient sur ce qu'on appelle, je dirais, la homepage centrale. Ce que vous pouvez voir, là aussi, on est dans un produit qui est réactif, qui est performant. Un DAM, ça se doit aussi d'être extrêmement performant. On a aussi un jeu de filtre métier, très important, aussi personnalisable. Alors là, c'est globalement très facilement, avec le jeu des propriétés, on va pouvoir filtrer sur les images, sur les vidéos, sur l'orientation, faire des tris sur la couleur. Et l'ensemble de ces filtres vont pouvoir, en tous les cas, très facilement m'amener à retrouver mes assets. Là, on retrouve nos filtres métiers, notamment au regard, par exemple, des voitures. Donc là aussi, c'est ce travail de métadonnées qui est important. C'est la technologie ne va pas tout faire. On retrouve tout de suite, là, sur la gauche, nos facettes. Donc, extrêmement facile d'aller retrouver et de catégoriser ces produits. Et là, on retrouve nos Aston Martin. Il va falloir donc à ce niveau-là qu'on fasse un choix sur le véhicule. Il semblerait qu'en tout cas, ce véhicule me plaise plutôt bien. Et là, on voit aussi toute la complémentarité du DAM et des informations liées au PIM, avec une information, comme on peut le voir et comme vous avez pu le voir précédemment. Alors, vous aurez le replay pour revoir au ralenti ou stoppé, mais on voit bien manufactureur, on voit bien les catégories de véhicules, on voit bien les couleurs et toute cette information. Et c'est le but aussi du DAM et du PIM. L'idée, c'est de ne pas… Le PIM est basé, comme on l'a dit, sur un produit, sur un data model, mais on ne va pas les reproduire, tout le data model, dans le DAM. Le DAM va se nourrir uniquement d'un certain nombre de champs spécifiques et on va partager, par exemple, entre les deux, un code EN, un ID particulier, afin que les utilisateurs du DAM puissent bénéficier quand même aussi de l'expérience et de l'enrichissement en métadonnées du PIM. Donc, en tout cas, là, à tout moment, on va pouvoir, là aussi, très facilement, rajouter des métadonnées, que ce soit des mots-clés, des descriptifs, gérer des langues. La possibilité, alors là aussi, c'est très important, puisqu'on parlait de distribution sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller passer par une agence, par votre extérieur pour aller redimensionner des visuels, là aussi, c'est le but aujourd'hui d'un asset management, travailler des transformations et donc des dérivés, mais aussi des formats différents. Et là aussi, votre DAM aujourd'hui doit être capable de proposer ces formats réseaux sociaux, 4 tiers, 2 tiers, etc. Ce qu'on appelle le code Mbit, très utile, c'est-à-dire on choisit une résolution. Là, il n'y a pas besoin d'être développeur. On clique sur le lien, on le récupère. Regardez. Alors là, l'exemple, il est très simple, mais on peut l'imaginer très facilement. On clique sur le lien et ce lien nous permet, en tout cas, de très facilement d'avoir accès à ce visuel tout en étant en dehors du système. Donc voilà, en tout cas, tous ces jeux
on a pu le voir, le DAM est un moteur pour ses assets, création de dérivés, création de transformations, partage. Là aussi, on va pouvoir, au niveau des résolutions de téléchargement, alors on peut en paramétrer autant que l'on veut, hein. On peut aussi garder le fichier original. D'ailleurs, je fais une petite remarque. Si vous avez ce visuel en Photoshop, bah, vous gardez le Photoshop. Et puis derrière, le DAM sera capable de faire des dérivés en JPEG, en PNG, en TIFF, selon vos besoins métiers. Là aussi, le DAM doit permettre de catégoriser ça suivant le profil utilisateur. Donc, dans notre cas, nous, bien entendu, alors là, vous voyez que je reviens sur la partie Content Picker, mais l'idée, c'est de récupérer donc l'asset qui nous a été, en tout cas, sur lequel en tout cas, on pense pouvoir mettre un peu plus en avant le produit, qui est celui-ci. Et là, vous voyez que l'intégration va être très simple. On a un petit bouton qui s'appelle Intégrer. On va cliquer dessus. Et là, on va se retrouver avec notre visuel, plein de définitions. Alors, c'est libre à chacun d'aller, à un moment donné, de se dire, bon, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce qui va pouvoir être porteur et permettre de mettre plus en avant mon véhicule? Alors, soit je redimensionne. Puis finalement, je trouve que l'arrière est quand même plutôt bien photographié, bien représenté, et sera peut-être plus aguicheur, on va dire, en termes d'impact visuel, hein, puisque ici, on parle d'engagement client. Et une fois qu'on a défini notre zone, bah, on va simplement aller intégrer ce visuel. Voilà, simplement en bas, on clique sur le petit bouton et on se retrouve avec notre visuel intégré. Donc là, on le voit très bien à travers ici le lien. On a créé une relation directe, hein, un lien asset entre la fiche produit et Notre-Dame. Et là, si on rafraîchit, qu'est-ce que l'on voit? Eh ben, notre produit se retrouve en tête. Donc, on voit tout de suite le produit tout de suite beaucoup mieux mis en valeur. On pourrait parler, bien entendu, aussi de tout ce qui est partie SEO, hein, parce que là aussi, le DAM et PIM vont travailler en parfaite harmonie afin de rajouter, c'est aussi le but d'un Content Picker, de rajouter des mots-clés spécifiques dans les URL afin de les exposer plus facilement à Google et au moteur de recherche. Donc voilà, bah, vous voyez que rapidement, en à peine 10 minutes, on a été capable d'enrichir une fiche produit, de rajouter un asset, donc et finalement d'alimenter mon portail e-commerce. Alors, ce qu'on voulait surtout mettre en perspective dans cette courte démo, c'est le fait qu'on puisse gérer les différentes composantes de l'information dont on a besoin pour, par exemple, ici, animer son site e-commerce, sans que ça ne doive relever d'une diversité de systèmes, de sources de données et les complexités qui vont avec. Là, tel qu'on l'a vu, ça permet que depuis un même endroit, différents utilisateurs eux-mêmes accédant aux fonctionnalités dont ils ont besoin, puisque ce qu'on a vu au départ concernant le travail sur l'information produit, puis ensuite sur les visuels et les données graphiques, relève d'expériences utilisateurs distinctes, de spécialités métiers distinctes, mais concourant à l'enrichissement des datas se trouvant au même endroit et donc rendant l'exploitation de ces datas d'autant efficace et rapide, à l'image de ce que Frédéric nous a montré, lorsque, ayant choisi et retaillé mon image, clac, en un claquement de doigts, elle est disponible en ligne sur mon site e-commerce, de la même manière que l'évolution de l'information de mon prix, je ne sais plus ce qu'on avait changé concernant les données sur la voiture, ont elles-mêmes permis de mettre à jour très rapidement, facilement et de façon concentrée toutes les informations dont on avait besoin. Donc, ce qu'on en retient comme enseignement sur le sujet, dans cette vision donc, du MDM, c'est, première chose évidemment, c'est l'identification des données et leur provenance. Puisque dès lors qu'on a identifié les données dont on avait besoin et d'où elles venaient, on interconnecte les systèmes et l'alimentation se fera de façon évidemment naturelle. Pour évidemment connecter et centraliser ces datas, les structurer de telle sorte que ça nous permette de pouvoir servir ces pages produits idéales elles-mêmes permettant d'accéder aux fonctionnalités métiers essentielles et en délivrant de fait des expériences utilisateurs aux différents acteurs de la production marketing. À partir de là, comme on l'a évoqué, il n'y a plus qu'à se lancer, puis itérer, réitérer au gré de ce que la stratégie sous-tend d'opérations qui, les unes aux autres, en fonction des différents canaux, se succèdent, se complètent et participent de la développement évidemment, de l'entreprise et de son business. C'est le propos qu'on a ici mis en exergue avec ce qu'on s'est employé à faire pour compléter notre démonstration d'aujourd'hui, c'était
de mettre en perspective des cas un peu standards qu'on ait pu rencontrer dans les attentes et dans les priorités, dans les attentes des clients avec lesquels nous travaillons, qui aient pu, en fonction de ces mêmes priorités, conditionner la façon dont finalement le MDM était mis en œuvre. Alors, première de ces expériences qu'on voulait mettre en perspective, c'est celle qui relève de l'entreprise qui souhaite, en premier lieu, pouvoir alimenter son environnement e-commerce et, par exemple, produire son catalogue et automatiser la production de son catalogue avec typiquement le couple InDesign, Easy Catalogue, et qui relève là de la mise en œuvre du MDM, en particulier centrée sur la partie DAM et la partie information de produit. C'est avec ces deux composantes essentiellement que je vais être en mesure de pouvoir disposer des informations dont j'ai besoin pour automatiser la manière dont je vais nourrir mon site e-commerce et de la même manière pouvoir alimenter ma production de catalogue suivant donc la logique de la structuration de l'information et de son export dans le format désiré par, comme je l'évoquais ici, par exemple, Easy Catalogue et InDesign. Donc, première manière dont un MDM peut être mis en œuvre dans cette perspective, en se focalisant donc sur les modèles de données que sont l'information produit et la gestion des données graphiques. Deuxième exemple que l'on a également retenu, c'est celui de la production packaging. Alors, là, vous voyez que par rapport au cas précédent, on a une quantité d'informations beaucoup plus importantes qui vont être requises parce que le pack, pour le coup, et on a coutume de dire celui des outputs marketing qui est le plus complexe et le plus nécessiteux en termes de nature de données. Et donc, on va avoir de ce point de vue-là une quantité de données à exploiter qui va être d'autant importante et des expériences utilisateurs là aussi un peu plus diversifiées à servir, puisque dans la production packaging, on va aussi bien avoir de l'interne et de l'externe en termes de population, mais des étapes de production qui vont être généralement beaucoup plus découpées, des cycles de production qui vont être plus longs, et donc littéralement des solutions qui vont être plus complexes parce que la nature de ce qu'il y a à produire est tellement plus complexe. Autre registre qu'on évoque et relève de tout ce qui gravite autour du Web2Print. Alors, par exemple, là, avec l'exemple d'un de nos clients qui est le magasin du print, et pour lequel là, on va avoir une relation finalement plus proche de celle de l'e-commerce, mais avec potentiellement une quantité de produits plus importante, d'informations et de contenu plus importante, et donc une adaptation là, de la nature des données à utiliser. Autre exemple intéressant, c'est celui des portails de marque, brand portal en anglais, avec donc là un autre exemple d'un de nos clients, où là, on va encore graviter autour du DAM et du PIM, mais en ajoutant, puisque c'est une des perspectives là, c'est de distribuer également les documents à destination d'un réseau, et donc la faculté de pouvoir en ligne gérer la conception de ces documents et la personnalisation des gabarits de documents au gré de ce que, en tant que franchisé de tel endroit, ou de tel endroit, je vais vouloir donner comme priorité à telle typologie de produit plutôt qu'à telle autre. Et donc, je vais souhaiter évidemment pouvoir disposer de mon information de produit, de toute la donnée graphique associée et des gabarits et des fonctionnalités d'édition en ligne de mes gabarits pour me permettre de pouvoir avoir la plus grande souplesse dans la manière, en tant que marketing central, de donner la faculté à mes, par exemple, points de vente ou revendeurs, de pouvoir eux-mêmes produire et consommer ces matériels marketing. Alors, là, donc, un certain nombre d'exemples qu'on voulait voir être concrets par rapport à des exemples précis, des cas d'application précis, mais qui relèvent tous finalement d'une partie des différentes typologies de matériel marketing qu'on appréhende. Et on voulait aussi mettre en perspective un de ceux en termes de MDM les plus complets qu'on ait pu appréhender,
qui est donc l'expérience WeShare, le nom de la solution de notre client Royal Canin. Alors, qui a comme particularité, littéralement, de concevoir dans la diversité l'essentiel de sa production marketing depuis son MDM. Et donc, qu'ici, on soit sur le domaine du pack, de la com digitale, de l'e-commerce, des retailers, et que donc, à partir de là, il s'agisse de l'information inhérente aux recettes, au tableau de rationnement. Bref, la somme de l'information qui a vocation à être consommée par les différents canaux est disponible, agrégée et enrichie au sein du MDM, de sorte qu'elle participe du fait de pouvoir disposer donc de toute cette donnée structurée à destination des publics concernés. Donc, ce qu'on voit ici permet de présenter donc, la donnée dans sa diversité et en allant plus précisément à cet endroit-là, on va pouvoir toucher du doigt le concept que j'évoquais tout à l'heure de Perfect Product Page mise en situation. Où là, pour un produit donné, je vais retrouver l'ensemble des métadonnées, des produits associés, de ce que, d'un point de vue métier, je vais vouloir appréhender lorsque, m'intéressant à ce produit, je souhaiterais disposer de tout ce qui le concerne, de sorte que je travaille sur tel ou tel aspect, je puisse trouver en un endroit donné toute l'information qui s'y rapporte. Fred, si tu as un commentaire à ce stade-là sur ces différents exemples de mise en œuvre du MDM au gré des problématiques prioritaires qu'on puisse appréhender chez les uns et chez les autres. Ouais, y a beaucoup de choses parce qu'en fait, on voit, c'est la nature aujourd'hui du métier des marques. Aujourd'hui, c'est toujours dans cette donne de capacité d'enrichissement de contenu, de personnalisation. Ah, par contre, là, on a perdu on a perdu le partage. Arnaud? Oui. Ouais. Suis-je revenu? On t'a retrouvé. Oui, donc je disais qu'effectivement, les exemples que tu évoques sont la parfaite représentation on va dire, des défis des marques aujourd'hui, hein, cette capacité de personnalisation de contenu, cette capacité de gérer des contenus de plus en plus variés, d'être en capacité de les mettre à jour facilement. Et là, on va un petit peu plus loin, puisque dans cette étape de personnalisation, on voit qu'on a cette capacité à pouvoir changer des titres, des prix, etc. Donc là, on est effectivement dans un cas, on va dire, qui peut paraître complexe, mais je pense qu'à priori, à partir du moment où on est bien accompagné, les choses peuvent se faire assez facilement. Ce qui est pas anodin toujours aussi, c'est dans l'étape de recueil des besoins. Là aussi, c'est jamais évident, puisqu'aujourd'hui, la donnée est un petit peu de partout. Je dirais que la donnée, d'ailleurs, est souvent essentielle à la plupart du business aujourd'hui, quels que soient un petit peu les outils utilisés. Et souvent, le plus gros des métiers, le plus gros du travail à faire en tant que tel, et moi, je le vois avec Michelin, c'est véritablement être capacité d'organiser cette data. Voilà. Et là, c'est un vrai métier. Je dis pas que l'asset est quelque chose de simple, mais en tout cas, c'est capacité, cette organisation de data, regard des éléments de PIM intégrés donc dans le MDM sont jamais des choses évidentes. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on est en 2020, les technologies quand même sont parfaitement maîtrisées. Hein, les notions d'applicatifs web, on n'est pas comme il y a une dizaine d'années où les choses étaient plus compliquées. Donc, on a de belles interfaces, l'expérience utilisateur est là. Et au final, il faut bien entendu ensuite très rapidement penser au retour sur investissement. Et là, je répète, on est sur des solutions qui sont pas avec des investissements à long terme. Le retour sur investissement peut se faire assez rapidement dans les 18-24 mois.
Alors justement, transition toute trouvée. Aujourd'hui, on est très bon sur les transitions, qui nous amène directement sur la conclusion de notre sujet du jour, avec donc la remise et la mise à disposition donc de ce nouveau contenu qu'on a réalisé dans la perspective de notre session du jour, et qui est donc un exemple, un gabarit de documents destiné à vous permettre de pouvoir structurer vos projets de MDM. On sait que c'est jamais chose facile que de se projeter sur lorsque on identifie qu'une solution ou que une évolution est requise dans son organisation, de la manière de la mettre en œuvre. Alors, pour vous accompagner et pour vous aider dans cette démarche, les équipes de Galilée se sont mobilisées donc pour rédiger ce document destiné à vous permettre d'organiser, structurer vos projets autour de la notion de MDM. Avec donc les 4 grandes étapes qui sont identifiées ici et que vous retrouverez évidemment dans le document qui est en téléchargement là, dans le webinaire, que vous retrouverez également sur le site de Galilée. Et donc, qui a vocation à vous permettre de pouvoir structurer votre démarche et votre pensée pour aller dans le sens de la mise en œuvre d'un MDM, dès lors qu'évidemment, vous avez, ne serait-ce qu'au gré de notre session du jour, pu toucher du doigt le fait que ça pouvait effectivement s'inscrire dans la manière de pouvoir répondre à vos attentes et à vos besoins dans ce domaine-là. Alors, évidemment, on est tout à fait à l'écoute et réceptif des retours que vous pourriez nous faire sur le dit document et éventuellement des améliorations qu'on pourra y injecter pour de prochaines versions. Mais déjà, en l'état, téléchargez-le, lisez-le, disposez-en. Et évidemment, les équipes de Galilée sont à votre disposition pour toute espèce d'échange que vous souhaiteriez avoir sur le sujet. Et à ce propos, eh bien, on est pour une fois parfaitement dans le timing pour pouvoir appréhender les questions que vous pourriez avoir à mon endroit ou à celui de Fred. Pour ce faire, donc, Laura, qui par ailleurs animait donc, les sondages sur lesquels on va revenir dans un instant, va nous préparer donc, les questions pour celles que vous ayez pu poser dans l'intervalle. Laura, nous sommes tout oui. Alors, je ne vois pas de questions particulières pour l'instant. Petit retour sur les sondages. Alors, fait intéressant, c'est que par rapport à la population répondante, 100% d'entre vous estiment aujourd'hui la transformation digitale comme un sujet d'actualité à court ou moyen terme. Donc, de ce point de vue-là, au moins, le postulat qu'on évoquait en début de webinaire, que cette année 2020 ouvrait aux uns ou aux autres la nécessité d'eux, a priori, elle est largement partagée, puisque donc 100% d'entre vous considérez que c'est une priorité, enfin, un sujet d'actualité à court ou moyen terme. Quels autres enseignements avons-nous à propos des sondages? Tac. Alors, le fait que des stratégies multicanales aient été mises en œuvre est aussi un domaine dont on peut voir qu'il est largement pratiqué. Donc, apparemment, pour tout le monde, la multicanalité est bien un sujet récurrent. Alors, pour ce que j'en vois, les autres résultats de sondage sont encore en cours de documentation.
Ce que je peux peut-être faire, c'est de poser une question, puisque je peux aussi avoir du coup, regard d'expérience, c'est que très souvent, finalement, on voit que lors de ces projets qui sont menés, et finalement, j'en vois quelques-uns au cours de l'année, il y a souvent une angoisse de commencer. C'est-à-dire, je commence comment? Est-ce que je commence par réunir mes assets? Est-ce que je m'occupe des métadonnées? Quelle serait un petit peu la bonne pratique que vous avez finalement chez Galilée au regard de ce lancement de projet afin de rassurer tout le monde? Alors, pour être tout à fait cohérent par rapport à exactement ce qu'il y a à l'écran, on va commencer par effectivement identifier les sources de données. C'est le premier point à partir duquel, ayant identifié ces sources de données, on va être en mesure d'en identifier la provenance, donc de déterminer la manière dont on va pouvoir durablement et de manière fiable s'employer à ce que les données en question puissent être collectées et intégrées dans le MDM. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Là aussi, pour aller dans le sens de ce que tu évoquais, pour rassurer tout le monde, en sachant que à l'heure où on vit, l'interconnexion entre systèmes devient quelque chose de relativement trivial. C'est-à-dire que les problématiques qu'on a pu évoquer par le passé ou qu'on a pu connaître par le passé, lorsqu'il fallait qu'un système communique avec un autre, sont globalement aujourd'hui largement facilitées et servies par l'évolution des technologies qui permet de pouvoir imaginer des interconnexions assez on va dire fiables d'une manière générale entre les différentes sources de données potentielles pour alimenter les MDM. Et au gré de vos expériences, finalement, aujourd'hui, si un client aujourd'hui désire commencer, l'échéance qu'il peut avoir, c'est quoi? C'est 1 an, c'est 2 ans, bon, je le prends de façon, je prends la grosse maille, mais est-ce que c'est et en termes aussi de ressources en tout cas monopoliser du côté du client, quelle est votre expérience? Alors, c'est des bonnes questions. Alors, en termes de timing, on va s'employer, nous, être plutôt sur des registres de 3 à 6 mois. C'est-à-dire d'une manière générale, dans notre démarche, on s'emploie à ce que les clients qui nous sollicitent pour mettre en œuvre des projets puissent voir ces projets émerger dans les 3 à 6 mois. C'est en général le timing qu'on identifie comme étant ceux requis pour s'intégrer dans le plan de marche de l'entreprise en question, puisque dans le domaine du marketing et de la com, les projets sont généralement destinés à servir des stratégies elles-mêmes marketing et com, qui sont en général des stratégies de court ou moyen terme. Ensuite, quant aux populations à mettre en œuvre, alors, bon, si on se place dans le cadre d'une ETI, d'une entreprise de taille intermédiaire, on va généralement avoir donc une ou plusieurs directions métiers. On va avoir, alors évidemment, le marketing, la com et par exemple le packaging si c'est le sujet, si c'est un des sujets considérés. La DSI qui d'une manière générale doit être partie prenante des projets de ce type-là dans l'entreprise. Et il est de bon ton que la direction commerciale ou la direction générale soit elle-même impliquée, dès lors évidemment qu'il y a des impacts business. Mais on voit difficilement comment des projets qui concernent l'informatisation du périmètre marketing et com dans l'entreprise ne relèveraient pas évidemment des prérogatives ou en tout cas d'être un sujet d'intérêt pour les directions marketing ou les directions commerciales ou les directions générales. Ensuite, c'est des projets qui, évidemment, vont avoir à un moment donné une propension à être prenants parce qu'il va y avoir des questions de gouvernance. Quand on travaille sur la data, il y a bien un moment donné où il faut statuer sur qui gouverne quoi et quelle est la logique de gouvernance. Mais qui, dans des organisations, lorsqu'elles sont de manière générale cohérentes et motivées dans leurs objectifs, et particulièrement à l'échelle de la PME ou de l'ETI, sont des problématiques qui arrivent à se gérer assez facilement. Voilà en gros les populations concernées. Ça ne relève généralement pas d'un effort très important. À un moment donné, il faut se coller au sujet, mais ça ne relève pas de chemin de croix pour l'ensemble de la population que j'évoque pendant des longues semaines, des longs mois. Et là, pour le coup, ce que tu évoquais tout à l'heure, un accompagnement efficace et éclairé permet de soulager d'autant les équipes opérationnelles et rendre d'autant efficaces les démarches mises en œuvre. Ok.
Bon, moi, je pense qu'il y a plus qu'à aller télécharger le document et puis aller se plonger dedans et revenir vers vous. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à toi, Fred, pour la préparation. Ouais, merci à Galilée. À Tony, Laura, je vais faire l'inverse, Laura, Émilie, Tony pour leur participation. Et puis, à très bientôt, en espérant que ce webinaire vous ait été profitable. Je pense que chacun peut retrouver peut-être l'enregistrement sur votre site internet, je pense, dans les jours qui viennent. Tout à fait. Très bonne, merci de petit rappel. Effectivement, le replay sera disponible sous peu depuis le site internet de Galilée ou depuis Wikipédia. Parfait. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Ouais, au revoir.